Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Ouais, c'est intéressant parce que ça fait quand même 70 jours que les manifestants pro-Bolsonaro battent le pavé, réunissant des foules incroyables. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir les images, mais je vous invite à vous renseigner et à aller voir ces images. Cela fait quand même de nombreux jours que des manifestants se réunissent et battent le pavé et sont très très nombreux. Et tout ça de manière jusqu'à maintenant pacifique, il faut le rappeler tout de même. C'était, voilà, jusqu'à dimanche. Et jusqu'à dimanche, pas une réaction n'avait été entendue dans la sphère politique occidentale, ni même dans les médias. Alors dimanche, le mouvement a clairement changé de visage, montrant une face violente. Des centaines de militants ont envahi le palais présidentiel. Entre autres, je vous propose d'écouter un extrait. Voilà, alors à l'entendre comme ça, hein, cette foule a l'air plutôt pacifique. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit dans la plupart des images. Malgré tout, il y a eu également des saccages de mobilier à l'intérieur du Congrès. La Cour suprême et le Congrès donc, ont également été envahis et des assaillants casseurs avec des cagoules, comme on peut le voir aussi à la fin finalement des Gilets jaunes. Eh bien, un peu les mêmes images de casse, de saccage qui viennent perturber ces manifestations qui étaient jusqu'à maintenant pacifique. D'ailleurs, plus de 300 personnes ont été arrêtées. Le président Lula a tweeté dimanche pour conclure cette séquence. Eh bien, demain, donc lundi, nous reprenons le travail au palais présidentiel de Planalto. Démocratie, démocratie toujours, tweet le président Lula. Lula qui a reçu des promesses de soutien de nombreux présidents, notamment du président américain Joe Biden, du premier ministre canadien Justin Trudeau, du président mexicain ou encore du président français. Alors, ce qui est intéressant derrière ces manifestations, c'est de savoir de quoi elles sont le nom, de quoi ces violences brésiliennes sont vraiment le nom. On a entendu parler beaucoup dans les médias français de groupes factieux d'extrême droite. Alors, est-ce le cas? Et comment et pourquoi arrive-t-on toujours à ces violences finalement? Eh bien, c'est la question qu'on va poser à Philippe Fabry. Bonjour Philippe Fabry. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes avocat, théoricien de l'histoire, auteur de L'histoire du siècle à venir, Où va le monde selon les cycles de civilisation aux éditions Scripta Manent. Et c'était particulièrement intéressant de vous entendre aujourd'hui sur ces questions finalement de révolte populaire. Révolte populaire, on a l'impression qu'il n'arrive pas à aboutir autrement que dans cette violence ces saccages et ces images de faim qui finalement nuisent aussi beaucoup à cette population qui a tenté de faire passer certains messages plus tôt. Évidemment. Alors, le problème surtout de ce type de contestation, c'est que elles n'ont pas de fin réelle. C'est-à-dire que l'ennui, ce sont des contestations de déception à la suite d'un scrutin qui n'est pas allé dans le sens où voulaient les manifestants. Parfois, et souvent même dans ce genre de cas, avec des soupçons fondée ou pas de fraude sur le scrutin. De fraude électorale, oui. Évidemment, tout cela a sauté aux yeux. En plus, on était à quelques jours de la date des événements du 6 janvier, voilà, en 2020. Donc forcément, ça frappe toujours tout le monde et on a l'impression effectivement de voir se multiplier ce genre d'éruption populaire en réaction à un scrutin déplaisant. Et moi, j'y vois surtout, à mon avis, parce que c'est vraiment la grande problématique commune. On a parlé aussi des Gilets jaunes, c'est lié à un type de régime, à mon avis, en particulier les régimes présidentiels, et on voit que c'est dans ces pays-là qu'il y a ce genre de problème. Dans les régimes parlementaires, il n'y en a pas, parce qu'il n'y a pas ce type d'élection qui est très plébiscitaire. C'est-à-dire on vote pour ou contre une personne, et c'est un mode d'élection qui est extrêmement polarisant.
C'est de plus en plus le cas aux États-Unis, en dépit de l'existence d'un scrutin qui malgré tout reste indirect, puisqu'il y a un collège électoral, mais de plus en plus, c'est un scrutin qui ressemble à l'élection présidentielle en France ou au Brésil. C'est-à-dire, c'est un scrutin qui se concentre sur une personne et qui, par expérience, donne lieu à des contestations beaucoup plus vives quand c'est pas le candidat qu'on voulait qui a été élu. On se souviendra aussi dans un registre plus qui est moins violent parce qu'il n'y avait pas eu de manifestation de ce type-là, mais à la suite de l'élection de François Hollande en 2012, il y a eu tout un mouvement Pas mon président qui a existé durant toute l'élection de François Hollande à la suite de la défaite de Nicolas Sarkozy. Donc on voit effectivement tous ces candidats qui sont élus et qui souvent arrivent à créer une vague d'enthousiasme populaire, raison pour laquelle souvent on les qualifie de populistes, mais en réalité c'est plus complexe que ça. Donc que ce soit Donald Trump, Jair Bolsonaro ou même à son époque Sarkozy, quand ils perdent, il y a une frange de leur électorat qui a du mal à accepter ce fait-là. Je pense que si c'est allé plus loin dans la violence au Brésil comme aux États-Unis, c'est parce que dans les deux cas, il y a eu des soupçons de fraude, encore une fois, avérés ou pas, qu'il n'y a pas eu lors du scrutin français de 2012, par exemple. Oui, alors c'est vrai, on va prendre plusieurs éléments que vous avez évoqués, notamment d'abord celle évidemment de l'ombre de l'assaut du Capitole qui a plané sur le Brésil. D'ailleurs, je précise qu'on appelle Bolsonaro le Trump des tropiques, donc la comparaison va loin. Et évidemment, vous l'avez rappelé, il y a cette similitude des dates à 2 ans près de l'insurrection qui avait touché le Capitole à Washington et puis celle du Brésil. Alors, c'est vrai que d'ailleurs, je peux citer le titre des Échos, l'ombre de l'assaut du Capitole plane sur le Brésil et son chapeau. L'insurrection ayant touché les lieux du pouvoir à Brasilia n'est pas un remake de l'assaut du Capitole à Washington, mais les similitudes sont troublantes et révélatrices de la mouvance d'extrême droite. Alors voilà, c'est aussi la question qui se pose, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on entend beaucoup dans nos médias que finalement, ce qui s'est passé à Washington comme ce qui s'est passé au Brésil sont finalement des révélateurs et puis des accélérateurs peut-être aussi de mouvances d'extrême droite, de putschistes, a-t-on également entendu. Et ça, vous commenciez à l'expliquer, c'est pas forcément, c'est une erreur d'analyse un peu facile, on va dire. Oui, c'est une erreur d'analyse un peu facile, notamment parce qu'il y a tout un discours. On sait que les médias sont assez largement de gauche, donc ils ont une sympathie naturelle qui va plutôt du côté gauche et qui verra plutôt les défauts du côté droit. C'est la difficulté dans ce genre de dossier, c'est qu'on a vu beaucoup de gens, notamment Monsieur Bompard de la France Insoumise, mais j'ai vu que c'est un discours qui était beaucoup repris par d'autres, expliquer que quand l'extrême droite arrivait au pouvoir, elle refusait de le lâcher ensuite, etc. Bon, alors déjà, il faut pas avoir c'est avoir une vision biaisée que de voir ça. Alors déjà, on pense en Amérique du Sud justement le nombre de présidents qui sont devenus dictateurs d'extrême gauche, et quand on pense notamment à tous les problèmes qui touchent le Venezuela depuis 20 ans, c'est un petit peu facile de venir dire que c'est quand il y a des gens qui sont de droite marquée, j'avais dire plus que d'extrême droite, c'est un problème. Et quand on pense aussi aux États-Unis, au fait que les démocrates n'ont pas supporté la victoire de Donald Trump en 2016 et ont passé littéralement 4 ans à expliquer que il avait été élu grâce à une collusion russe, etc. Donc, il faut bien se rendre compte qu'il y a eu en fait exactement le même mouvement côté démocrate que ce qu'il y a eu. Alors, il n'y a pas eu et oui, il n'y a pas eu de manifestation populaire. C'était plutôt du côté des médias, plutôt du côté des personnes bien installées, on va dire. En particulier tout simplement parce que les démocrates étaient les gens de Washington, étaient les gens des côtes Est et Ouest, qui sont les endroits où les gens sont allés manifester en provenance de l'Amérique périphérique, on va dire, ou plutôt l'Amérique du cœur de l'Amérique dans ces cas-là. Donc évidemment, les gens de Washington ne sont pas descendus manifester contre Trump, puisque c'est eux qui tiennent ces bâtiments essentiellement. Mais il n'empêche que dans le discours qui
qui est toujours un discours un peu conspirationniste finalement d'un côté ou de l'autre. C'est-à-dire que l'on dise l'élection a été fraudée à grande échelle dans un pays de 300 millions d'habitants, et alors que malgré tout c'est une élection qui se tient en sortant de la présidence justement de celui qui va se faire sortir. Donc logiquement elle a été faite sous son contrôle, l'élection en grande partie. Ou que vous disiez, comme l'ont fait les démocrates pendant des années, il y a eu quand même eu une enquête, on se souvient, le rapport Mueller, etc., pour savoir si oui ou non il y avait une collusion russe, c'est-à-dire l'idée que c'était parce que les Russes étaient intervenus que Donald Trump avait été élu. Pour moi, la mécanique intellectuelle est en réalité la même. Donc, sauf qu'ils avaient finalement plus d'outils. Là, on voit la différence entre un mouvement populaire et puis le rapport Mueller que vous citez. Voilà, c'est ça. C'était quand même un juge fédéral donc, qui a eu 2 ans, je crois, pour faire cette enquête et qui n'a absolument rien donné. La forme que ça prend est différente en raison des postes de pouvoir ou disons de ce que représente sociologiquement tel ou tel électorat. Effectivement, l'électorat démocrate qui est plus en place, qui tient les institutions, a fait ça de manière institutionnelle. Et quand c'est le peuple qui perd son candidat, il fait ça de manière populaire, en manifestant clairement. Mais le mouvement est en réalité exactement le même. Et ce qui ressort, c'est surtout la polarisation autour de ces élections présidentielles qui en fait sont des élections plébiscitaires. D'accord, alors ça c'est très intéressant, on va revenir sur cette polarisation, puis finalement une entente peut-être finalement aujourd'hui impossible d'un peuple entier derrière un président tant qu'on restera sur ce type de régime présidentiel que vous avez commencé à décrire. Mais puisque vous parlez de conspiration tout à l'heure, je vous ai entendu utiliser ce terme-là, je vous propose d'écouter, c'est très intéressant également dans cette grille d'analyse de ce qui s'est passé au Brésil, c'est Rudi Reichstadt, un directeur de Conspiracy Watch, qui répondait aux questions de Paul Larrouturou sur LCI hier et qui revenait sur les 2 ans d'anniversaire de la prise du Capitole. Écoutez ce qu'il expliquait. Bonjour à vous, Rudi Reichstadt. On est très heureux de vous recevoir. Vous êtes le directeur du site Conspiracy Watch, observatoire du complotisme. Soyez le bienvenu. Merci, bienvenue. Bonjour. Merci d'être là, auteur de L'opium des imbéciles chez Grasset. 2 ans après, on commémore aujourd'hui le 2e anniversaire de l'assaut du Capitole. De quoi est-il le nom, cet assaut, pour vous, avec le début de recul qu'on commence à avoir ? De mon point de vue, c'est le nom d'un moment de vérité, c'est-à-dire de la manifestation dans la vie réelle du complotisme et de ses conséquences tragiques, funestes. Exactement, c'est-à-dire que ces choses-là sortent d'Internet, elles ont des conséquences dans la vie réelle. C'est traduit dans le cas du Capitole par 4 morts, plus un policier le lendemain qui est mort d'une crise cardiaque, qui est directement lié à ça quand même, on peut le penser. Et c'est la première fois que ça se produit dans l'histoire de la démocratie américaine, et Dieu sait qu'elle est vieille, cette démocratie. Donc ça doit quand même, je crois, nous interroger collectivement sur la manière dont le complotisme menace très directement notre capacité à continuer à vivre en démocratie. Voilà, donc le complotisme menace notre capacité à vivre en démocratie. On parle ici de l'assaut du Capitole d'il y a 2 ans, le 6 janvier 2021. Mais évidemment, on peut penser également à ce qui s'est passé au Brésil. Alors, le complotisme, nous dit Rudi Reichstadt, sort d'Internet et c'est la première fois que cela se produit. Que pensez-vous, Philippe Fabry, de cette analyse ? Est-ce que vous pensez que les réseaux sociaux jouent une grande part, déjà, première chose, dans ces nouveaux types de mouvements populaires. Et ensuite, est-ce que c'est une forme de complotisme qu'on peut apprécier ici ? Faux, parce que en réalité derrière cette accusation apporte, oui, les réseaux ont un grand rôle. Le truc, c'est que les réseaux ont en fait le rôle qu'avait avant la rue, c'est-à-dire les gens parlent tout simplement, et c'est souvent ce qu'on en vient à leur reprocher en fait, c'est de parler, d'avoir leur propre discours, leur propre narratif. Le problème du conspirationnisme, on en parle à l'instant, c'est que ceux qui le dénoncent souvent ne le voient que d'un côté, alors que je suis désolé, mais le discours des démocrates qui accusaient encore une fois Donald Trump d'avoir été en collusion dans l'élection, pour le coup, était un discours éminemment conspirationniste, puisqu'il n'est rien sorti de l'enquête. Il est sorti qu'on pouvait absolument rien prouver, donc effectivement, c'était du complotisme. Littéralement, c'est du complotisme élitiste, j'ai envie de dire, parce que c'est plutôt les élites. C'est la première réaction qu'avait eu Hillary Clinton en disant The Russian, quand elle a appris qu'elle n'était pas élue. Mais c'est véritablement ça. Non, le problème pour moi, il est beaucoup plus profond que ça, et c'est ce que j'avais expliqué à propos de la France dans ce petit livre que j'avais écrit au début de l'année dernière, qui s'appelle Le Président absolu. Mais ça s'applique beaucoup. Cette dénonciation des régimes plébiscitaires s'applique beaucoup à ce qui se passe aux États-Unis. Parce qu'en réalité, ce qui se passe aux États-Unis, de plus en plus, depuis le début de son histoire, en fait, depuis le début de l'histoire de la Constitution américaine, c'est une présidentialisation croissante du régime et donc ce régime devient de plus en plus centré autour de la personne présidentielle.
Et comme je le disais, les élections présidentielles sont extrêmement polarisantes. C'est sur un seul nom. C'est un petit peu, il faut quand même se rendre compte de ça. L'élection présidentielle, cette espèce de monarchie élective, c'est un petit peu le degré zéro de la politique. Hein. C'est-à-dire ça revient à des mécaniques très tribales où on choisit un chef et puis c'est tout. C'est pas ça les standards démocratiques occidentaux normalement. C'est quelque chose de beaucoup plus large. C'est un régime parlementaire et on notera que dans les régimes parlementaires qui connaissent tout d'un coup la chute de celui qui était censé représenter un petit peu le renouveau populiste, justement. Je pense en particulier à Matteo Salvini en Italie en 2018. Un an après, il tombe, et pour le coup, sur des calculs d'appareil et de coalition parlementaire. Et il n'y a pas eu un bruit en Italie. Tout le monde a dit, c'est le jeu, c'est comme ça que fonctionne un parlement, il n'y a pas de problème. Dans les régimes parlementaires, il n'y a pas de difficulté, mais si l'élu est un individu, ça renvoie à des mécaniques, je pense, très tribales, où si c'est mon chef qui gagne, c'est normal, si c'est le chef d'en face, il a triché. Voilà. Alors, mais est-ce que finalement on est voué, parce qu'on voit aussi ce qui se passe en France, les manifestations des Gilets jaunes. D'ailleurs, petite parenthèse, avant de revenir sur votre analyse du système présidentiel, finalement on a l'impression que les Gilets jaunes c'était la même chose. Pendant très longtemps, les médias n'ont pas forcément accordé beaucoup d'attention aux Gilets jaunes. Il a fallu que cela tombe en black bloc et en casse pour qu'on commence vraiment à s'inquiéter des Gilets jaunes. Est-ce que finalement, on est dans un système un peu... impossible, sans porte de sortie, où finalement la violence ne sera la seule réponse populaire qu'il pourra y avoir tant qu'on sera dans ce type de régime, comme vous l'avez expliqué, un scrutin majoritaire qui entraîne cette forme de crispation de l'autre camp. Moi, je pense que c'est tout à fait lié au régime et que si on sort pas de ce type de régime, on a ce type de problème. Si les démocraties apaisées partout dans le monde sont des démocraties parlementaires et si les régimes qui posent problème sont des régimes présidentiels, que ce soit de plus en plus le cas aux États-Unis, c'était pas le cas encore, mais c'est sur 2 siècles, la dérive est très nette, que ce soit le cas au Brésil, que ce soit le cas en Russie, et que ce soit le cas en France, ces régimes posent systématiquement problème et créent systématiquement, en fait, ce sont des régimes qui sont très arriérés sur le plan politique. Encore une fois, c'est le degré zéro de la politique, on est bien chef. Et donc, on a des contestations très primaires aussi, avec ce genre de manifestations qui, effectivement, peuvent sombrer dans la violence parce qu'il y a toujours un mépris du peuple quand il se révolte pour ces raisons-là. Et quand le pouvoir est tenu par un candidat du peuple, il est systématiquement saboté tout au long de son mandat par les élites en place qui, elles, ont plutôt tendance à favoriser le candidat d'en face. Donc on en sort par le seul moyen d'en sortir, c'est par l'adoption des standards démocratiques occidentaux, qui fait que, encore une fois, je l'ai dit, dans un pays comme l'Italie, qui avait quand même des raisons d'avoir des tensions sociales, etc., les choses ça pèse. Le premier rôle de la démocratie, c'est ça, c'est surtout de civiliser la guerre civile, j'ai envie de dire. Mais si les élites au pouvoir ne souhaitent pas sortir de ce système-là, qui finalement leur sert bien la soupe également. Quel est l'avenir en fait de ces pays-là aujourd'hui? C'est quoi? C'est de plus en plus de violence. Ça finit par populaire. casser. Oui, c'est plus en plus de violence si la polarisation se maintient et s'il n'y a pas de compromis politique qui est trouvé. Mais on la voit, la violence, qui finalement, j'allais dire pointe le bout de son nez, mais c'est un peu trop mignon, qui commence à apparaître régulièrement à la fin des manifestations. On parlait des Gilets jaunes, on l'a vu au Brésil, on le voit ailleurs. Finalement, cette violence qui peut-être est la dernière arme de discussion d'un peuple qui ne se sent pas reconnu. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, ça fait partie des problèmes dans l'analyse qu'on entend souvent. C'est que on dit que la démocratie est en danger parce que les peuples ont tendance à faire ce genre de prurite tout d'un coup, d'aller s'attaquer à des bâtiments du pouvoir. Alors que la réalité, c'est déjà parce que les institutions ont un problème fondamental que ça génère ce genre de contestation. Et tant qu'on ne comprend pas que le problème vient d'abord des institutions, il n'y a aucune chance qu'on fasse le bon diagnostic et qu'on règle les problèmes. Oui, donc finalement, pour conclure, vous, ce que vous appelez à faire avant tout dans ce genre de régime, c'est le changement de régime. Mais par où arrivera-t-il? C'est quand même une grande question aujourd'hui. Alors c'est une grande question, puis ça dépend des pays. Aux États-Unis, il s'agirait surtout de rétablir, de revenir à un rôle précédent où le Congrès avait beaucoup plus de poids.
sais pas si c'est possible parce qu'on est sur des mécaniques de longue durée historique lourdes et les débats institutionnels aux États-Unis, notamment avec la théorie de l'exécutif unitaire, ont tendance à pousser encore plus dans le sens de la puissance présidentielle. Quant au Brésil, on est sur des problématiques qui sont assez connues de l'Amérique du Sud finalement. Ce sont des pays qui, en Amérique du Sud, sont connus pour les dictatures et les juntes militaires qui reviennent régulièrement au pouvoir à cause de ce genre de problèmes. Eh bien, merci beaucoup Philippe Fabry, avocat, théoricien de l'histoire. Je rappelle votre dernier livre, Histoire du siècle à venir. Où va le monde selon les cycles de civilisation? Alors, le dernier, c'était la chute de l'Empire européen. Oui, la chute de l'Empire européen et puis le président absolu aussi, qu'on peut citer. C'est toujours aux mêmes éditions, il me semble, Scripta Manent. Eh bien, merci beaucoup Philippe Fabry. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.